Bienvenue à tous à ce webinaire que nous organisons en partenariat avec Uniformation pour les adhérents de l'Aura HLM. Donc ce webinaire, il s'inscrit sur une thématique importante qui est donc l'alternance, que l'on a d'ailleurs appelé l'alternance, découvrir les clés d'une stratégie gagnante pour ce webinaire. Comme vous devez le savoir d'ailleurs, ce mode d'intégration est clairement aujourd'hui une réponse aux tensions sur le marché du travail. Et très clairement, ce sujet-là s'inscrit dans la continuité d'un cycle que l'on avait engagé côté Aura HLM, démarré ça en juin 2023, puisqu'on avait fait un séminaire avec vos directeurs généraux et principalement les directions de ressources humaines et les équipes qui sont dans les directions des ressources humaines autour de la question du recrutement, de la marque employeur et de la fidélisation. On a d'ailleurs ensuite organisé un premier webinaire et on avait fait une première séquence en webinaire sur les questions des enjeux de fidélisation. Et on avait travaillé là aussi dans un partenariat avec l'APEC et on avait eu le témoignage de Vogilis, qui est un organisme qui développe des choses très intéressantes sur la question de la fidélisation. Donc, ce troisième événement sur l'alternance s'inscrit en fait dans ce processus que l'on a engagé à la demande donc des directeurs généraux pour travailler et échanger sur ces enjeux de recrutement et de fidélisation. Et puis l'autre raison, et je vais laisser là la parole à la déléguée régionale Sylvie Rivol, c'est que la date correspond aujourd'hui à une date qui s'inscrit dans la semaine de l'alternance, mais je laisse tout de suite la parole à Sylvie pour se présenter et nous expliquer les enjeux de cet événement organisé ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Effectivement, c'est la 3e année que nous organisons la semaine de l'alternance des métiers de la cohésion sociale. Et cette année, en 2024, nous avons voulu mettre l'accent sur des secteurs et sur des métiers qui, nous semblait-il, méritaient d'être mieux mis en valeur. Mais on a également voulu mettre l'accent sur la qualité des parcours en alternance qui sont travaillés au sein d'Uniformation et avec nos partenaires, et sur notre capacité ensemble à inclure tous les publics, notamment par un accompagnement de qualité. Et quand en équipe, on a réfléchi en se disant quel secteur était prioritaire pour nous, eh bien, naturellement, le logement social s'est imposé. Et donc, de manière logique, vers Aura HLM pour monter ensemble ce webinaire, pour ensemble tenter de donner les clés d'une stratégie gagnante pour développer l'alternance dans le logement social. Alors, peut-être une petite précision. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une SEM de présente. Évidemment, vous bénéficiez bien entendu de la possibilité de recruter en alternance, mais il faudra vous tourner vers les services d'un autre OPCO, qui est l'OPCO EP. Les entreprises des bailleurs sociaux qui sont rattachés à l'OPCO Uniformation sont les OPCHS qui sont en cours qui résultent d'une fusion par étapes entre les OPH et les COP HLM et les ESH. Et donc pour vous, OPCHS et ESH, eh bien entendu, les services d'uniformation seront à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets de recrutement en alternance à la suite de ce webinaire, et on espère que on va vous donner envie et surtout on va vous donner des outils et des clés pour pouvoir avancer dans le développement de l'alternance dans vos structures. Pour ne pas perdre de temps, donc je vais rapidement me représenter. Je suis responsable du développement RH à l'Union sociale pour l'habitat et de l'action professionnelle RH. Donc, ça fait pas mal d'années que je travaille sur ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous indiquer les éléments que j'ai en ma possession par rapport à l'alternance. Et puis après, on aura les personnes d'Uniformation qui vont apporter également leur expertise sur le sujet. Donc, pourquoi l'alternance? Comme disait Aïcha tout à l'heure, donc on avait déjà évoqué le sujet de l'attractivité du logement social auprès des DG et aussi de différents RH qui étaient présents l'année dernière lors de notre séminaire. Et puis, nous, on mène beaucoup on travaille beaucoup sur ce sujet-là, donc sur différents sujets, sur la marque employeur, l'attractivité, fidélisation, recrutement, etc. Et avec l'Institut HLM de la RSE, je vous avais présenté donc une étude qui a été menée avec l'EDEC qui a confirmé en fait que les jeunes ne connaissaient pas nos métiers. Donc, c'est un chiffre que je voulais vous montrer de nouveau aujourd'hui. On a à peu près 9 étudiants sur 10 qui ont été interrogés qui ne connaissent pas nos métiers.
Et en général, les jeunes sortant de l'école, eh bien, par exemple, quand ce sont des ingénieurs, ils vont plutôt vers les entreprises de la construction. Quand ce sont des étudiants en immobilier, ils vont plutôt vers les promoteurs immobiliers. Mais quand ils arrivent chez nous par hasard et qu'ils y restent, en général, ils trouvent que l'image du secteur est bonne et moderne. Donc ça, c'est un point très positif pour nous, parce que parfois, on se sous-estime par rapport à tout ça. Nous, on parle quand même de certaines difficultés qui sont donc la non-connaissance de notre secteur. Effectivement, il n'est pas connu et ça, on le sait très bien depuis déjà plusieurs années. On a également les clichés qui ont la vie dure. En général, quand on pense HLM, on pense aux gardiens d'immeubles en bas de la tour HLM. Et c'est aussi l'image qui est véhiculée par les médias. Conscient de tout ça, on travaille vraiment sur l'attractivité du secteur. Donc, je vais vous parler des éléments sur lesquels on travaille en ce moment en fin de présentation. On a bien sûr des outils qui sont mis à disposition, dont je vous ai déjà parlé, mais qui sont disponibles sur le centre de ressources de l'Union sociale pour l'habitat. Mais ça fait également partie des politiques qu'il faut développer au sein de vos structures. Ça veut dire que vos directions générales et vos services RH doivent être moteurs aussi sur le sujet. Alors, je sais que ce n'est pas facile de travailler sur ces sujets-là, puisqu'on en a énormément quand on est à la RH, mais il faut le prendre vraiment comme un nouveau levier de recrutement, parce que vraiment, ça peut nous aider à recruter, alors qu'on n'avait pas ces pratiques-là il y a quelques années. Donc, nous, vous savez qu'on a déjà mis en place un référentiel métier. Donc, j'en reparlerai en fin de présentation, puisqu'on est en train de le faire évoluer. On a également mis en place donc un onglet qui permet de chercher les formations qui mènent au métier du logement social, et les formations en alternance sont incluses dans cet onglet de recherche, puisqu'en fait, il s'adresse à différents publics qui peuvent être les RH, qui peuvent être les salariés, mais également les personnes à la recherche d'un métier ou d'une formation. Et bien sûr, notre fameuse plateforme, les HLM Recrute, qui permet en fait aussi de diffuser des offres en alternance. Pour vous donner un exemple, en 2022, on avait à peu près 3% des offres qui étaient donc en alternance, et en 2024, on en a à peu près 8%. Donc, on voit que ça monte dans la publication des offres. Et ce qui est très important à retenir, et je me permets de vous faire part de cette information, parce que je fais partie aussi de l'Observatoire des métiers de l'immobilier, qui est copiloté par EY et Business Immo. Nous, effectivement, on n'est peut-être pas, on va dire, assez connu, mais quand on engage des personnes, on ne les licencie pas, en tout cas actuellement, comme peut le faire l'immobilier privé, qui est en crise, et on reçoit de plus en plus de candidatures aujourd'hui de personnes qui viennent de l'immobilier privé. Donc ça, c'est aussi un argument qu'on peut mettre en avant. Par rapport à la politique de l'alternance en organisme, selon les différents échanges que j'ai eu avec des RH et différents organismes, c'est utilisé de façon vraiment inégale, mais on constate que c'est en développement. Donc, on a des organismes dont je vais vous parler qui mettent en place une politique spécifique sur le sujet. D'autres n'ont pas encore de politique spécifique, mais mettent en place différentes pratiques et qui commencent à se structurer au fur et à mesure du temps. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir recruter en CDI. Donc, ce n'est pas juste avoir des alternants sur l'année de la formation. Donc, les pratiques dont je vous parlais, donc c'est par exemple de pouvoir avoir un personnel dédié aux relations écoles. C'est quelque chose qui est vraiment mis en place dans la plupart des organismes qui développent une politique spécifique à l'alternance, développer des partenariats avec différentes écoles, recruter au berceau. Alors ça, c'est l'immobilière 3F qui utilise vraiment ce terme, se faire connaître à la source, c'est-à-dire dans les écoles, dans les forums, pour présenter les métiers, le secteur. En termes de GEPP, ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser ces candidatures pour les avoir dans le vivier de candidature, mais aussi de pouvoir renouveler les compétences à moyen terme. Bien sûr, diffuser vos offres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la plateforme HM Recrute. On avait beaucoup parlé aussi du marketing RH, donc vraiment changer un peu de posture par rapport à la RH, on reviendra aussi dessus. Ce qui veut dire qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux et aussi échanger avec les alternants sur les réseaux sociaux, parce qu'eux, ils ne se gênent pas pour aller interroger les salariés. Ils peuvent s'adresser directement à eux. On est vraiment dans une autre posture vis-à-vis de cette nouvelle génération.
parce que si on ne garde pas le contact, on peut perdre aussi le bénéfice de cette bonne expérience qui a pu avoir lieu dans vos organismes. Et on a aussi le phénomène des salariés boomerang, donc des alternants qui peuvent avoir fait 1 ou 2 ans chez vous, qui partent faire une expérience dans l'immobilier privé, par exemple, et qui reviennent chez vous après. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le lien et de garder aussi la bonne expérience vécue. Ça a aussi une dimension RSE en formant les jeunes. Donc, ça permet de les former, de les aider à s'insérer dans la vie professionnelle. Et on a aussi cet avantage de pouvoir proposer des métiers à tout niveau de formation et également sur tout le territoire français de façon non délocalisable, ce qui est assez important pour toutes les générations. Bien sûr, on a aussi des arguments qu'on peut mettre en avant. Le fait, bien sûr, de recruter, de former, parce nos organismes forment au-delà, bien sûr, de l'alternance, mais forment tout au long du parcours professionnel de la personne, ce qui permet aussi de fidéliser. La logique de vivier, je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, puisqu'en fait, on essaie d'investir sur du moyen, voire du long terme. Sur toute la France également, ce sont des éléments qu'on a évoqués. Le fait de rejoindre aussi notre secteur, puisque notre secteur est engagé socialement, sociétalement, du point de vue aussi innovation, du point de vue environnement. Donc, ce sont des éléments que vous pouvez mettre en avant. Le fait aussi que nos métiers ont du sens, ça, nous, on l'a vu beaucoup quand on interroge des personnes dans le cadre des vidéos métiers, puisqu'ils se retrouvent vraiment dans le sens au travail. Les possibilités d'évolution qui sont liées au parcours professionnel et aussi le fait qu'on ait une politique, alors salariale, ce n'est pas toujours avantageux, mais on a une politique sociale qui est attractive avec des avantages qui peuvent être liés au télétravail, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, à différents avantages sur les congés, etc. Donc, on a des écueils quand même. Le fait d'investir sur l'alternance, ça ne veut pas dire que ça va faciliter la démarche de recrutement, hein. On a quand même des difficultés qui sont les mêmes que pour les CDD ou les CDI. On a, nous, une posture à mettre en avant qui est celle de devenir de vrais commerciaux dans le cadre du marketing RH. Donc, revoir nos méthodes, chercher le candidat à la source, avoir une approche directe, utiliser des CV Tech. Et aussi le fait qu'on soit dans une relation maintenant de consommateur. Donc, il va se renseigner, le candidat, sur l'entreprise, il va consulter les avis, il va regarder votre page entreprise, il va voir si vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important et ça fait le lien justement avec la marque employeur dont on avait déjà parlé il y a quelque temps. Je voulais vous parler de quelques expériences d'organismes. Donc, je vous ai déjà évoqué 3F. Alors, eux, bien sûr, ils ont une politique très structurée. Ils travaillent vraiment main dans la main entre la RH et la DECOM, enfin leur direction communication, sur l'alternance. Ils essaient de faire des vidéos assez jeunes, à être très communicatifs sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi lancé un label dont vous avez déjà dû entendre parler, qu'ils ont obtenu en 2022-2023. C'est le label Happy Trainees. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse, bien sûr. Et en fait, ils interrogent leurs alternants pour voir ce qu'ils pensent en fait des relations qu'ils ont au sein de leur employeur et pour voir s'ils sont épanouis. Donc ça peut être déjà un levier intéressant à mettre en avant. Concernant ICF, alors eux, ils viennent tout juste depuis 3 ans de développer cette politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est un de leurs alternants qui a mis en place la politique école du groupe. Donc, j'ai échangé avec lui il y a quelques temps. Donc, c'est intéressant parce qu'il a mis en place une vidéo, il a mis en place différents partenariats. Ils ont des partenariats avec une trentaine d'écoles sur toute la France. Ils ont aussi l'accompagnement des alternants qui a été très développé depuis 2 ans et aussi l'accompagnement des tuteurs, parce qu'on pense aux alternants, mais aussi il faut penser aux tuteurs, parce qu'ils doivent être formés, ils doivent savoir comment accompagner les jeunes. Et ils sont aussi très actifs donc, sur les réseaux sociaux. Et juste pour terminer avec ICF, ils ont mis en place maintenant un Recrute Lab qui permet de mutualiser tous les recrutements au niveau de la France. Ensuite, on a aussi Paris Habitat, qui a une politique alternance développée depuis déjà longtemps, avec également des partenariats écoles, le fait de capitaliser sur les ressources qui ont été formées, donc en alternance, de les garder dans le vivier ou de les récupérer en CDD ou en CDI. Alors, j'ai trouvé un chiffre qui est un petit peu ancien, mais on a 4 alternants sur 10 qui étaient embauchés en CDD ou en CDI en 2019. Donc, ça veut dire vraiment que là, on investit sur du moyen, voire du long terme.
Eux, ils ont une centaine de contrats en alternance par an. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si les salariés, enfin les alternants ne restent pas, eh bien, ça leur donne une belle carte de visite en ayant une alternance chez Paris Habitat. Ensuite, on a aussi le réseau Procivis qui fait partie de nos adhérents. Eux, c'est vraiment un réseau d'une quarantaine d'organismes qui embauchent sur l'alternance. Donc, 10% de leurs effectifs sont en alternance. Ils travaillent sur une logique de pré-embauche. Ils recrutent vraiment les jeunes en les intégrant de manière progressive. Ils ont également l'accompagnement des tuteurs. Mais ce qu'ils mettent vraiment en avant, c'est le fait que ce soit des entreprises, donc à taille humaine, qu'on peut proposer des passerelles d'un métier à l'autre, et aussi qu'ils soient donc, dans l'économie sociale et solidaire avec des engagements RSE. Et donc, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'on a des CFA qui sont en train de se développer dans le logement social. On a le CFA là, de la Fédération des OPH qui est en train de se développer. On a l'Université des compétences Habitat qui est basée à Lille, mais qui essaye aussi de développer son réseau au niveau national. Et on a également le CFA de l'AFPOLS. Donc, on a vraiment des choses spécifiques qui commencent à se développer sur le logement social. Alors, concernant le référentiel métier dont je vous ai parlé, il est en train d'être mis à jour actuellement avec des compétences RSE pour permettre de répondre aux évolutions des métiers et surtout aux attentes des jeunes, puisqu'on constate aussi que ces éléments RSE font partie de critères qui pour eux sont très importants aujourd'hui. Et on développe également un vadémécum du logement social qui va être à destination des écoles et également utilisable par les organismes. Et donc, on le présentera lors du congrès HLM. Bien sûr, on le mettra à disposition dans notre centre de ressources. Donc, ça permettra justement d'argumenter et de mettre en avant les éléments importants de notre secteur. Je me présente rapidement, donc Jean Bajard, je suis conseiller emploi-formation à Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale. J'ai également aussi la casquette de référent régional alternance. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. L'idée là de cette partie, c'est plutôt de faire un retour sur les dispositifs de l'alternance et reprendre un peu quelques éléments, on va dire, techniques sur la logique de financement pour pouvoir éventuellement remettre à plat les informations chez tout le monde. Donc en 2024, aujourd'hui, on dispose de 3 dispositifs pour mettre en œuvre l'alternance. Il faut savoir que depuis la réforme de la formation en 2018, c'est l'opérateur de compétences qui est le financeur de ce dispositif en alternance. La logique de la réforme était d'harmoniser et de simplifier ce recours au dispositif. Donc, on distingue 2 dispositifs. L'un de recrutement avec le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, et de l'autre côté, le dispositif PROA, un dispositif dédié pour l'évolution dans l'emploi. L'idée, c'est que je puisse revenir rapidement sur chacun de ces 3 dispositifs. Tout d'abord, le contrat d'apprentissage, qui est le contrat en alternance, on va dire le plus connu. En termes d'objectifs, il faut savoir que la philosophie du contrat d'apprentissage, c'est d'accompagner et de permettre le jeune d'acquérir un diplôme ou un titre pro via une formation en alternance. Il y a vraiment cette volonté de mener à l'obtention d'un diplôme. Spécificité sur ce contrat, c'est qu'il y a des critères d'âge à prendre en compte. On ne peut pas faire un contrat d'apprentissage si on a plus de 29 ans révolus. Donc c'est un public visé qui est entre 16 ans et 29 ans révolus. Il faut savoir qu'il y a quand même une dérogation qui existe par rapport à ce plafond d'âge pour notamment les travailleurs handicapés, mais aussi les sportifs de haut niveau ou les créateurs d'entreprises. Et bien pour ces 3 catégories, le plafond de l'âge saute. Au niveau de la forme, on est sur quelque chose d'assez simple, soit en format CDD, soit en format CDI. Par contre, on est sur du temps plein. La base de ce contrat d'apprentissage, c'est sur du temps plein. Une dérogation pareille existe sur cette logique de temps plein
uniquement pour les travailleurs handicapés, mais ça, vous pouvez revenir auprès de vos conseillers pour travailler spécifiquement sur ce sujet-là. Le contrat va faire une durée de 6 mois minimum à 3 ans maximum. La logique, c'est de pouvoir couvrir le cycle de formation de l'alternant. Il y a des possibilités également de pouvoir faire un contrat d'apprentissage qui ne couvrira qu'une partie du cycle de formation. Bien entendu, c'est généralement la partie finale, celle pour obtenir le diplôme. Un exemple tout bête, vous souhaitez accueillir quelqu'un qui prépare un master qui se fait en 2 ans à l'université. Il va par exemple effectuer sa première année en formation initiale en tant qu'étudiant au sein de l'université et il va choisir de faire sa dernière partie de cycle, sa 2e année, en contrat d'apprentissage. Voilà, c'est une possibilité qui existe. Au niveau des petits ajustements que l'on trouve au niveau du contrat d'apprentissage, on a la possibilité de faire démarrer le contrat avant le premier jour de formation et le faire terminer après le premier jour de formation avec un cadre à respecter de 3 mois minimum, 3 mois maximum. Pareil, c'est des éléments qu'on peut être amené à reprendre lors d'un conseil avec nos différents adhérents pour trouver la solution au plus juste, puisque derrière, il y a un impact en termes de financement qui sera établi. Le temps de formation, il sera de toujours à minima 25% du temps théorique au niveau du contrat. Ça, c'est une information qui est vérifiée par le CFA, hein, qui se porte garant de cet élément-là. Et puis, dernier point, on a bien entendu une grille de rémunération spécifique que vous devez suivre à minima pour rémunérer l'alternant en apprentissage. Le dernier point, le plus important, c'est le financement. Le contrat d'apprentissage a un financement particulier depuis la réforme 2018. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les contrats en apprentissage sont financés selon des niveaux de prise en charge. On dit NPEC dans le jargon. Et ce NPEC, ce niveau de prise en charge, il est décrété par France Compétences et par les branches et permet de notifier un niveau de prise en charge annuel le diplôme préparé. Quand je dis annuel, on s'entend pour 12 mois de contrat. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un contrat d'apprentissage quand vous allez signer un contrat d'apprentissage, eh bien, Uniformation va regarder la durée de ce contrat et va lui appliquer un niveau de prise en charge pris dans un tableau spécifique par rapport au diplôme précis qui est préparé. C'est-à-dire que le niveau de prise en charge entre le diplôme A et le diplôme B sera différent. Ok. Il faut savoir que ce niveau de prise en charge sera proratisé si votre contrat fait un peu moins de 12 mois ou s'il fait plus de 12 mois. Il y a également aussi présence d'aides exceptionnelles de l'État. On y reviendra un petit peu plus loin. Aujourd'hui, il y a une aide exceptionnelle si vous signez un contrat d'apprentissage. Cette aide, elle est de 6 000 € pour 1 an de contrat. Si le contrat fait plus, l'aide ne va pas plus loin. En revanche, point important pour vous qui êtes des structures généralement assez importantes en termes de salariés, cette aide, elle est versée sans condition si vous êtes moins de 250 salariés et en revanche, sous condition sur 250 salariés et plus. La condition étant d'avoir un certain nombre de contrats d'apprentissage dans la structure. Voilà, j'ai essayé de faire une présentation un petit peu vulgarisée des différents logiques de financement sur le contrat d'apprentissage. Là, on va passer sur le contrat pro. Pareil, avec le même format de présentation. On a un objectif qui est légèrement différent au niveau du contrat de professionnalisation, à savoir que la philosophie de ce contrat en alternance également, c'est d'acquérir une qualification professionnelle nécessaire à l'exercice d'un métier et qui va répondre à un besoin de recrutement immédiat. Alors à l'intérieur de ça, on a toujours la possibilité de préparer un diplôme, mais on a aussi une possibilité de pouvoir, si on le souhaite, faire un CQP ou alors faire une formation qui nous permettra d'acquérir une qualification spécifique sans avoir
un diplôme au bout. C'est un peu la particularité de ce contrat, c'est de pouvoir faire un petit peu plus de choses que le contrat d'apprentissage qui, lui, est vraiment figé sur l'obtention du diplôme. Deuxième point intéressant, pas de limite d'âge. Il s'adresse à tout le monde. Que l'on soit jeune de moins de 26 ans ou demandeur d'emploi de 26 ans et plus. On a toutes les catégories qui sont couvertes. En termes de forme, on est sur la même chose, possibilité de faire un CDD ou un CDI. La différence avec le contrat d'apprentissage, c'est que là, on a la possibilité ouverte à tout le monde de le faire à temps partiel. Ça peut être aussi intéressant pour votre structure, avec une durée qui va osciller de 6 à 12 mois, mais avec une possibilité, heureusement, de dépasser ces 12 mois et d'aller jusqu'à 24 mois de contrat. Également aussi cette possibilité de déplafonner le nombre de mois de contrat si on est face à ce qu'on appelle un public spécifique. Alors ça, c'est une définition très cadrée. Ça va être notamment les jeunes qui sont sans qualification, ça va être les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail depuis plus d'1 an, ça va être les bénéficiaires de minima sociaux. Ou toute personne qui sortirait d'un contrat unique d'insertion. Et ben pour celle-ci, on pourra même pousser jusqu'à 36 mois en termes de signature de contrat de professionnalisation. Pareil, comme le contrat d'apprentissage, possibilité de le démarrer avant le premier jour de formation et de pouvoir le terminer après. Pareil, on a un cadre spécifique à respecter qu'on pourra revenir lors d'un conseil auprès de vous. Le temps de formation, vous avez vu tout à l'heure, le contrat d'apprentissage, c'est des 25 minimum de temps de formation théorique sur la durée du contrat. Et bien là, ce temps, il doit être entre 15 et 25 de la durée du temps de travail, avec un minimum à 150 heures. Et il faut savoir que les branches peuvent également augmenter ce pourcentage de 25 Et bien entendu, on a une grille de rémunération spécifique pour le contrat de professionnalisation qui n'est pas la même que pour le contrat d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a des disparités en termes de pourcentage. Dans les 2 cas, on est sur un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel dans certains cas, sauf que la grille est différente tant en termes de pourcentage qu'en termes de critères d'application. Pareil, ça je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller s'il y a besoin de travailler sur ce sujet-là. Enfin, la partie financement. Là, on est sur un système différent par rapport au contrat d'apprentissage. C'est l'OPCO qui va fixer un forfait horaire de prise en charge de ce contrat de professionnalisation, forfait horaire qui s'indexera sur le nombre d'heures de formation théorique préparée. Si le contrat de professionnalisation fait 400 heures, eh bien, on va prendre en charge 400 fois le nombre de le forfait qui sera fixé par Uniformation, forfait qui peut être également aussi ajusté par la branche professionnelle. Enfin, un dernier point, il existe une aide pour le contrat de professionnalisation en 2024. Cette aide, ce n'est plus l'aide exceptionnelle, je vais y revenir après, qui existait jusqu'alors, c'est l'aide de France Travail qui a toujours mis en place cette possibilité à partir du moment où vous signez un contrat de professionnalisation avec un demandeur d'emploi. Et bien derrière, vous touchez une petite aide de la part de France Travail qui peut monter aux alentours de 2 000 €. J'en ai terminé avec le contrat de professionnalisation. Un élément important sur les 2 contrats, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Dans les 2 cas, il y a la présence d'un maître d'apprentissage côté contrat d'apprentissage et d'un tuteur côté contrat de professionnalisation, c'est-à-dire un référent qui sera là dans la structure, accompagner le jeune en alternant vis-à-vis de s'il a des questions, s'il a besoin de faire des points réguliers, faire un lien avec l'organisme de formation. Mais ça, ce sera développé un peu plus loin dans la présentation. On reviendra sur le rôle du maître d'apprentissage et du tuteur. Je termine avec la Pro A, qui est le 3e dispositif de l'alternance, qui est confié en financement aux OPCO et qui, là, est particulier déjà de par sa forme et son public.
Alors tout d'abord, en termes d'objectifs, on est sur une logique de pouvoir permettre aux salariés dans la structure de soit changer de métier, soit de bénéficier d'une promotion au sein de la structure. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, on n'est pas sur la signature d'un contrat avec quelqu'un d'extérieur. Je vous ai dit, ça s'adresse aux personnes qui sont déjà dans la structure. Donc ça va être tous les gens qui sont en CDI, qui sont titulaires au maximum d'un bac+2, ça c'est un point important, et qui souhaitent préparer un diplôme qui sera présent sur une liste de sa branche professionnelle, liste qui est étendue par l'État. Exemple, à l'époque des OPH, il y avait une liste de diplômes accessibles par la PROA qui permettait d'utiliser ce dispositif-là. Donc on voit qu'on est sur quelque chose qui est très cadré. Et on voit que tout le monde n'a pas accès à la PROA et toutes les structures n'ont pas la possibilité de mettre en place la PROA. En termes de forme, le salarié sera amené à remplir un document CERFA qui sera enregistré par l'OPCO et qui permettra de pouvoir bénéficier d'un financement de l'alternance et de pouvoir faire remonter l'information auprès de l'État. Durant toute la période de Pro-A, c'est-à-dire pendant toute la période où il va suivre sa formation en alternance, son salaire va être maintenu pendant les heures de formation qu'il va réaliser au sein de l'école. Et en termes de financement, on est sur quelque chose qui est assez similaire à ce que propose l'OPCO vis-à-vis du contrat de professionnalisation, à savoir qu'on finance via un forfait horaire de prise en charge. On est à 15 € par heure de formation, avec une possibilité d'augmenter ce forfait si la branche souhaite compléter ou si elle l'a acté par une décision. Comme le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, il y a présence d'un tuteur. On est vraiment sur un dispositif de l'alternance. J'en ai terminé sur la présentation de ces 3 outils à votre main. Je termine par un aspect juste actualité pour pouvoir remettre aussi vos infos à jour, mais peut-être avez-vous vu passer ces différentes informations. Donc l'aide exceptionnelle qui existait par le passé, j'en ai parlé il y a quelques minutes, pour le contrat d'apprentissage et pour le contrat de professionnalisation pour les jeunes de moins de 30 ans, il y a eu un décret de l'État au 1er mai qui a supprimé l'aide exceptionnelle côté contrat pro pour les jeunes de moins de 30 ans. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait assez rapidement, sur lequel on n'était pas forcément au courant. Cela s'inscrit dans une logique de, voilà, de réduction budgétaire. Donc l'impact, c'est qu'à partir de tout contrat professionnalisation signé à partir du 1er mai, pour un jeune de moins de 30 ans, il n'est plus éligible à l'aide exceptionnelle. En revanche, nous, ce qu'on a souhaité faire au niveau d'uniformation, pour ne pas impacter nos structures, on a remis en place une petite aide à la destination des tuteurs du contrat pro pendant une durée de 6 mois, ce qui permet un peu de contrebalancer l'arrêt de cette aide. Côté contrat d'apprentissage, pas de changement. L'aide exceptionnelle, elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle existe toujours et elle est pour tout contrat qui sont signés avant le 31/12/2024. Par contre, pas d'infos pour 2025. Donc pour l'instant, on se focalise sur les contrats signés en 2024. Et dernière information, et j'en aurai terminé, je vous ai dit tout à l'heure que les contrats d'apprentissage étaient financés par ce qu'on appelle des NPEC, des niveaux de prise en charge annuels. Ces niveaux de prise en charge sont régulièrement remis à jour. Les nouveaux niveaux de prise en charge vont être publiés courant du mois de juillet, ce qui fait qu'il y aura un impact possible sur vos futurs contrats d'apprentissage que vous seriez amenés à signer durant l'été. S'il y a possibilité de pouvoir les conclure avant l'été, c'est mieux car on est sur les niveaux de prise en charge que l'on connaît là à l'instant T.